Dans la première partie de ce film, nous avions vu que les individus noétiques, c'est-à-dire les individus dotés d'un esprit, sont apparus et se sont développés sur Terre du fait de la bipédie et de la pratique d'objets techniques. C'est parce que des singes sont devenus bipèdes qu'ils sont devenus manuels et que l'esprit s'est développé sur Terre. En 1945, le biologiste Alfred Lotka désignait l'humanité comme une espèce exosomatique, c'est-à-dire une espèce dont les membres utilisent des organes extérieurs à leur propre corps, mais dont ils ont absolument besoin pour maintenir leur existence. Nous utilisons en effet en permanence des prothèses techniques dans nos vies quotidiennes, et ces techniques sont tellement constitutives de nos existences qu'elles semblent parfaitement naturelles et que nous en prenons rarement conscience. Comme les poissons qui ne voient jamais qu'ils sont dans l'eau, le caractère exosomatique de nos vies nous échappe en général. Nous avons d'ailleurs toujours préféré créer des mythes et des fictions pour expliquer notre intelligence plutôt que d'imaginer que nos esprits se construisent grâce à des éléments matériels et sociaux que nous produisons nous-mêmes. Mais cependant, là où nous excellons, nous les humains, c'est dans l'invention et la fabrication de nouvelles armes. Dès notre gestation, au sein de nos mères, nous l'entendions parler en direct et avons déjà commencé à intégrer la technicité et le vocabulaire de notre langue, justement appelée pour cela langue maternelle. Ces apprentissages vont d'ailleurs transformer nos corps, notamment notre cerveau. Les capacités attentionnelles sont aussi transformées par les outils que nous utilisons et les apprentissages que nous recevons. La largeur 20 mètres. Égale. Notre intelligence est donc toujours artificielle, et si elle dépend aussi de la qualité de nos corps, elle dépend peut-être surtout des systèmes techniques et sociaux que nous rencontrons. On n'aura pas la même intelligence si on a accès à la lecture, à une bibliothèque, au web d'Internet, à Twitter ou pas. Notre intelligence est en fait aussi toujours collective et distribuée. Elle dépend de celle des autres et du milieu culturel dans lequel nous naissons. Pour penser, nous héritons toujours de catégories inventées par d'autres, en d'autres temps et en d'autres lieux. En fait, nous sommes peut-être plus des êtres collectifs et historiques qu'individuels et réellement présents à nous-mêmes. Par ailleurs, parce qu'elle est technique, notre intelligence est aussi toujours extériorisée, et de ce fait, nous pouvons nous trouver souvent dépassés par nos propres outils et dépossédés de nos savoirs. C'est ce que l'on a appelé dans la première partie de ce film la prolétarisation. D'ailleurs, on constate malheureusement que la technique est en fait surtout ce qui conduit à faire des bêtises. Toute technique est pharmacologique, elle soigne autant qu'elle empoisonne. Nos techniques nous permettent de faire le bien, mais elles permettent aussi de faire le mal. Et aussi intelligent que l'on soit devenu, on risque toujours également de redevenir très bête. Commettre l'irréparable est toujours ce qui pend au nez de l'existence noétique. L'histoire montre que loin d'être toujours bonne, l'humanité a surtout produit les pires horreurs. En ce moment même, en multipliant sans frein les développements productivistes et consuméristes, et ce malgré les cris d'alarme de tous les scientifiques et d'une grande partie de la population, nos représentants sont en train de ruiner la biodiversité planétaire et les chances de survie de nos enfants et petits-enfants. On ne salue pas ici l'action gouvernementale d'Emmanuel Macron, qui d'une main proclame prendre très au sérieux les questions environnementales, mais fait tout de l'autre pour stimuler un modèle de développement toxique et, en fin de compte, autodestructeur. Ce film tâchera de donner quelques éléments de réflexion pour ceux qui veulent effectivement tenter de ne pas empirer les choses. It's starting, Adam. I think. Adam, it's starting. Oh wait, Jim, this is the big piece is starting to cast. Let me call you back. All that. Okay, bye. Still going? Yeah, in that V section right there.
Holy shit, look at that big bird rolling. All four running, right? Look at that. Are you fucking ready? Look at the whole thing. C'est Eugène Sadi-Carnot, en France, et Rudolf Clausius, en Autriche, qui commencèrent à forger le concept d'entropie alors qu'ils observaient le fonctionnement des machines à vapeur du XIXe siècle. Pour fonctionner, une machine à vapeur demande un apport en énergie sous forme de chaleur. Une partie de cette chaleur est transformée en mouvement, et à la fin du fonctionnement, selon les physiciens, l'énergie globale est constante, mais elle est dispersée dans l'environnement, sous forme de chaleur notamment. C'est le premier principe de la thermodynamique. L'énergie ne peut pas se créer ni se détruire, elle se transforme et s'échange. L'énergie apportée par le charbon demeure dans l'environnement, mais elle est en grande partie inutilisable car dispersée. Et pour signifier le fait que l'on soit passé d'un état où l'énergie était concentrée dans le charbon à un état où l'énergie est dispersée dans l'environnement, Clausius proposera de considérer que de l'entropie a été créée. Cette création d'entropie désigne le passage d'un état de grande organisation et de concentration de l'énergie à un état de désorganisation des molécules du charbon. De la même manière, lorsqu'on consomme de l'essence dans son véhicule, on casse l'organisation des molécules du carburant, de la chaleur est dispersée, et on dit que cela produit de l'entropie. En thermodynamique, la création d'entropie désigne le fait que de l'énergie concentrée dans un matériau soit dispersée dans le milieu du système par une transformation spontanée. Ce concept peut être généralisé à toutes les transformations physico-chimiques de l'univers. On s'est alors rendu compte que, en général, tous les systèmes se dégradent spontanément et que tous les objets de l'univers évoluent vers plus de stabilité, plus de simplicité, une plus grande probabilité, c'est-à-dire une plus grande entropie. La production d'entropie désignera un degré d'avancement d'un processus vers sa fin. C'est son vieillissement. Le Soleil disperse son énergie,
son entropie augmente et théoriquement il s'éteindra dans 5 milliards d'années. De même, l'entropie de l'univers augmente, il avance également vers ce que l'on appelle sa mort thermique, lorsque toutes les transformations chimiques seront terminées. Inéluctablement, c'est l'entropie qui va gagner, et globalement l'entropie de l'univers ne cesse d'augmenter. C'est le second principe de la thermodynamique. Mais localement, si on apporte de la matière ou un surplus d'énergie, des systèmes peuvent voir baisser leur entropie. La vie sur Terre, par exemple, selon le physicien Erwin Schrödinger, peut être vue comme un phénomène de réduction locale et temporaire de l'entropie. Parce qu'ils se nourrissent, et grâce à l'énergie apportée par le Soleil, des corps organiques apparaissent et maintiennent un bas niveau d'entropie. C'est-à-dire qu'avec la vie, quelque chose de simple, quelques atomes et des molécules, forment quelque chose de complexe, un organisme. Mais cette complexification n'est que temporaire et localisée. Un jour ou l'autre, la dégradation des organismes est inéluctable, ils se désorganiseront, et nous savons bien que nous avançons tous vers la mort. Le second principe de la thermodynamique est implacable. La Terre est donc un lieu privilégié dans l'univers, en tant qu'elle est le seul lieu que nous connaissions où la vie soit apparue. En d'autres termes, c'est le seul lieu que nous connaissions où soit apparue de l'anti-entropie. Partout ailleurs dans l'univers sans vie, l'entropie augmente, la situation se dégrade. Mais plus encore, la Terre fait doublement figure d'exception. Car non seulement c'est le seul endroit connu de nous où existe la vie, mais en plus, dans le monde des vivants est apparue la vie dotée d'organes techniques, c'est-à-dire l'existence noétique, qui est encore une exception dans le vivant, et avec nos techniques, nous tendons également à produire de l'anti-entropie. Tous les développements culturels sont des manières de retenir le temps qui passe, de conserver la mémoire ou de retarder l'évolution anthropique des choses. Les livres que nous écrivons, les bibliothèques où nous les rangeons, sont les témoignages physiques de notre volonté d'organiser nos existences et de produire de l'anti-entropie. Nos organisations sociales, nos cités, nos villes sont des hauts lieux de production anti-anthropique. Le ménage quotidien de nos maisons est une manière également de combattre l'entropie qui s'installe. Pour résumer, on peut dire que lorsque l'entropie augmente, cela signifie que l'on diminue les potentiels d'individuation. Inversement, l'anti-entropie est ce qui permet de rendre de nouvelles transformations possibles, de renouveler les potentialités de l'individuation. Mais ces questions doivent être toujours localisées, dans le temps et dans l'espace, car l'anti-entropie que l'on produit dans un lieu conduit souvent à produire de l'entropie dans un autre. Et par exemple, les développements de l'Europe, pourtant chrétienne, se réalisent en général au détriment de ceux des autres continents, et notamment de l'Afrique. Et de même, les sociétés humaines se développent en général en détruisant largement les espaces de vie des autres espèces vivantes. Il nous faudra donc consacrer prochainement un chapitre entier dédié aux relations que l'anti-entropie tisse avec l'entropie. Lorsque Carnot et Clausius, en observant les machines thermiques, se rendaient compte de leur caractère anthropique, ils ne savaient pas que s'ouvrait alors, avec ces machines, ce que l'on appelle aujourd'hui l'anthropocène. L'anthropocène est le terme qui désigne le fait que l'homme, l'anthropos,
notamment au travers des développements industriels et pétrochimiques, sera devenue la principale force tellurique sur Terre, c'est-à-dire que les activités anthropiques impacteraient directement et de manière plutôt négative tous les milieux biosphériques et le destin de la Terre en général. Aujourd'hui, les activités liées au mode de vie des populations des pays industrialisés impactent nos milieux de manière si violente qu'elles risquent de rendre cet environnement tout à fait insupportable, non seulement à nous-mêmes, mais avant tout pour toutes les autres espèces. Ainsi, du fait de nos pesticides, de la réduction des milieux de vie dits sauvages et des changements climatiques, on estime déjà que 60% de la biomasse animale et végétale est morte. Pour notre alimentation et nos petits plaisirs, nous avons organisé depuis des dizaines d'années, plus ou moins consciemment, l'élimination drastique de toute vie sur Terre. Alors, parce qu'elle propage la mort à outrance, l'Anthropocène avec un A et un H devrait plutôt s'intituler l'Anthropocène avec un E, c'est-à-dire que nous ne serions pas effectivement dans l'ère géologique où règne l'humain, mais dans celle où règne la mort. En fait, dès 1972, une équipe du MIT sous la direction de Donella et Donny Meadows créait un modèle mathématique qui liait entre elles plusieurs grandeurs macroéconomiques: la population mondiale, la production industrielle, la pollution, la production de nourriture et les ressources mondiales en général. Ils étudièrent les boucles de rétroaction positives et négatives qui influençaient l'évolution de ces variables, pour conclure sur le fait que nos économies, basées sur le seul critère de la croissance du PIB, impliquaient une augmentation exponentielle des grandeurs considérées et rencontreraient inévitablement des limites passées lesquelles le système avait toutes les chances de s'effondrer de manière brutale et incontrôlable. Les Meadows prévoient donc depuis 50 ans un effondrement de nos économies industrielles, et selon eux, un changement de modèle économique serait nécessaire pour éviter cet effondrement. Mais chaque année qui passera rendra plus difficile ou improbable ce changement de modèle. Or aujourd'hui il est très tard, et rien n'a été fait sinon accélérer les processus anthropiques, comme le fait Macron et les divers chefs de gouvernement du monde et surtout d'Europe, qui sont surtout eux-mêmes gouvernés par les lobbies industriels. Du fait de ces imprévoyances, maladies, guerres et famines sont devant nous. C'est l'heure de la distribution du lait thérapeutique. Des enfants malades, affaiblis et sans appétit. Des sondes nasales alimentent directement leur estomac. Il faut garder la seringue bien au-dessus de la tête pour que le lait descende. Des cas de kwashiorkor avec sa rétention d'eau et ses œdèmes. Des cas de marasme, cette maladie dite du vieillard asséché, souvent aggravée par des vers intestinaux. Une quarantaine d'enfants sont soignés ici chaque mois. Malgré tous les soins qui leur sont apportés, près d'une dizaine d'entre eux meurent d'une maladie liée à la malnutrition.
Alors, s'il reste à faire quelque chose sur Terre, c'est de tenter de contrer les processus anthropiques de désorganisation et de destruction de la vie, et de tâcher de mettre en œuvre, partout où ça sera possible, des processus anti-anthropiques, des organisations en faveur de la vie. À l'Anthropocène, il nous faut trouver les moyens de faire succéder urgemment l'anti-anthropocène, c'est-à-dire qu'il faut sélectionner ou créer des projets de développement qui soient orientés vers la production d'anti-anthropie et sanctionner par contre tous les types de projets anthropiques. Mais ce n'est absolument pas la voie que prennent nos gouvernements. Allez, à présent, sur Boursorama, on vous parle de quoi? On vous parle de dividendes. Eh ouais, les dividendes. Parce que 2019 déjà, année de tous les records, eh ben, ça pourrait être encore mieux cette année, en 2020. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Voilà, on rappelle, très bonne année encore une fois pour 2019 pour les dividendes. Et c'est intéressant, si on regarde derrière le CAC 40. Oui, tout à fait. Vous savez que je suis un grand lecteur à lettres Vernibon qui compile les données dividendes depuis maintenant 17 ans. Et c'est vrai que en 2019, les sociétés du CAC 40 ont été extrêmement généreuses. Elles ont rendu, David, allez... 59 milliards à peu près, non? Allez, c'est même presque ça, 60 milliards, 60,2 milliards d'euros, très précisément. Si on le divise, on a d'un côté 49,2 milliards d'euros de dividendes. Et... Ah voilà, 59 milliards, j'avais raison. Vous aviez raison, il est fort. C'est quoi le reste? Et 11 milliards de rachats d'actions. Ah oui. Et voilà, et ça nous donne un niveau qui nous ramène... Deuxième interrogation surprise. Plus haut, avant la crise financière, exactement. 2007, on était à 57 milliards d'euros. Ce que précisent d'ailleurs les auteurs de lettres Vernimon, ça rappelle en creux quand même la violence de cette crise, puisqu'en 2009, on était quand même tombé à 27 milliards d'euros. Et qu'au final, en 12 ans, les liquidités versées par les 40 premières sociétés françaises ont cru de 0,5% en moyenne. Moi, j'en connais un qui va se faire déchirer, lyncher sur les réseaux sociaux, sur YouTube, parce que là, il est sympa, Laurent, il nous parle de dividendes et tout, mais les dividendes, c'est le mal. Oui. C'est l'actionnaire qui s'enrichit sans travailler. Commentateur de la France Insoumise. C'est que pour les riches. Non, sérieusement. Eh bien justement, je pense qu'il y en a deux que ça énerve, c'est Pascal Quiry et Yann Le Fur qui sont les auteurs de la lettre Vernimon et qui foncent cette mesure année après année, et ça les énerve tellement. Et eux aussi, ils ont repris un peu cette rhétorique du grand profit des actionnaires voraces et insatiables, je cite. Et du coup, je coupe parce que ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, mais il y a un sujet de savoir si, quand il y a plus de dividendes, il y a moins d'investissement. Ça se fait au détriment de l'investissement, donc la boîte grossit. Est-ce qu'on s'endette pour faire les dividendes? Voilà. Ça, c'est un vrai sujet. On rigole avec le coup du se faire lyncher, mais il y a un vrai sujet là. Oui, justement, même si eux trouvent que c'est pas forcément pertinent d'aller comparer l'investissement des entreprises par rapport aux dividendes, ils ont quand même fait l'exercice, rien que pour tordre le cou à cette idée reçue. Et alors Donc ils l'ont fait, donc ils ont pris en parallèle les dividendes et l'investissement en immobilisation corporelle et incorporelle réalisé par les groupes du CAC 40. Les brevets, les usines, tout ça. À l'exception des investissements financiers et de la croissance interne, histoire de véritablement voir où on en était. Eh bien donc, on a rendu 60,2 milliards d'euros de liquidités et dans le même temps, on a investi hors croissance interne 82 milliards d'euros. Donc c'est pas si mal, en progression de 9,7%. Et au-delà de ça, ils sont allés plus loin dans l'exercice. Ils ont regardé les groupes qui ont procédé aux 10 plus gros versements. Donc, voilà, ceux qui ont vraiment... Les boîtes qui crachent le plus de dividendes, c'est Allez, quoi? On va le dire comme ça, exactement. Les Total, Et oui, notamment. Et on obtient un taux encore plus élevé, plus 16,3%. Et donc, ils disent, même si on retire Total, qui a beaucoup investi, notamment avec la reprise des prix du pétrole, on serait encore à une croissance des investissements de 13,5% à comparer à la moyenne de 9,7%. Donc en gros, si je faisais un schéma un peu facile, est plus rapide. C'est ça. Plus rapide que celle des dividendes. Plus vous payez de dividendes, plus vous accroissez vos investissements. Donc en tout cas, sur cette idée reçue, il y a une belle démonstration qu'on ne le fait pas au détriment des investissements. On notera enfin que pour l'Anthropocène avec un A et un H, c'est-à-dire l'ère de l'homme, ou l'Anthropocène avec un E, c'est-à-dire l'ère de la mort, certains n'hésitent pas à parler de Capitalocène, c'est-à-dire l'ère de la dérégulation capitaliste, mais nous vous laissons vous faire votre propre opinion sur la question.